Bonjour à tous. Donc, je vais commencer par remercier les organisateurs de me donner l'opportunité d'intervenir. Et donc mon intervention est centrée sur la finance et la blockchain, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la finance décentralisée, et ses aspects liés à l'innovation. Donc on va parler de teneur de marché automatique, de compétition entre ces nouvelles plateformes et d'efficacité du capital. Et donc ce que je rassemble ici, c'est un certain nombre de remarques qui sont le fruit de discussions entre de nombreuses personnes dont vous trouverez le nom ou certains des noms en bas de ce premier slide d'introduction. Alors avant même de définir l'objet, la finance décentralisée, je vais opérer une petite distinction entre trois types de finances qu'on observe aujourd'hui. La finance traditionnelle, que les gens de la finance décentralisée appellent affectueusement la TradFi ou TradFi. La finance cryptographique ou basée sur les crypto-monnaies mais centralisée, dont le représentant typique est Binance ou Kraken. Et puis finalement la DeFi, dans laquelle on voit rentrer des acteurs qui viennent de la finance traditionnelle. Donc ce qu'on peut observer en termes de volume, d'échange et de mobilisation autour de ces différentes formes de finance, c'est un mouvement de la gauche vers la droite. Donc je vais commencer par un exemple très très simple pour suggérer la distinction, qui est juste le cas d'un transfert entre deux personnes, un émetteur et un receveur. Et on va voir comment ça marche dans le système présent, qui est loin de la finance, hein, qui est la banque, et comment ça marche sur la blockchain. Et ça donnera déjà quelques clés pour comprendre les distinctions. Donc, si un émetteur veut envoyer une certaine somme X libellée dans une devise donnée à un récepteur, il envoie un message à sa banque, qui peut être un message verbal traditionnel ou numérique. La banque le reçoit, la banque se met en contact avec la banque du récepteur et le récepteur opère des changements, la banque du récepteur opère des changements d'écriture. Donc dans l'ordre, la banque de l'émetteur va diminuer ce qu'elle doit, donc la dette qu'elle a envers l'émetteur. Ensuite, elle va augmenter la dette du même montant qu'elle a envers la banque du receveur. Et la banque du receveur va augmenter la dette qu'elle a à l'égard du receveur. Et les écritures entre les deux banques du haut, donc les deux pastilles bleues, seront probablement soldées à intervalles réguliers. Alors, comment ça se passe quand on exerce la même fonctionnalité dans un monde de blockchain avec des éléments de finance décentralisée? Ça ne se passe pas du tout pareil. Donc il y a un émetteur qui d'abord fixe la monnaie dans laquelle il veut parler, il y en a beaucoup. Donc on est déjà dans un contexte multidevise. Dans le contexte de la blockchain, on appelle ça plutôt des tokens ou des jetons. J'en reparlerai tout à l'heure. Et l'émetteur envoie un compte qui est un morceau de code, donc qui n'est plus une institution, qui habite sur la blockchain, en un certain sens à préciser, une instruction qui est de transférer la somme convenue sur le compte qui est aussi géré par le même contrat du receveur. Et puis si on veut être plus malin, donc on peut médier cette transaction et supposer que l'émetteur du paiement a en fait épargné la somme qu'il doit à celui auquel il veut l'envoyer. Donc cette somme n'est plus directement accessible sur le contrat qui tient le compte, mais elle est accessible sur un contrat qui est un contrat automatique de prêt. Donc ici, l'émetteur, on suppose, a déposé sa liquidité sur un autre contrat, donc il va aller la rédimer. Et là, on est dans une structure qui rappelle plus la structure usager et banque, puisqu'il s'agit d'une dette. Et une fois qu'il a rédimé sa dette, il va opérer le transfert, un transfert avec un bonus lié à la rentabilité du compte d'épargne, comme tout à l'heure, vers le compte du récepteur. Donc on voit déjà deux éléments fondamentaux qui tracent une grosse ligne de démarcation entre finance traditionnelle et finance décentralisée. D'abord, dans la finance décentralisée, l'émetteur est en charge de toutes les opérations, c'est lui qui déclenche les transferts, et il les déclenche et deuxièmement, il les déclenche en passant par le truchement de code, et non pas par le truchement d'institutions qui elles-mêmes abritent du code, mais qui sont des institutions. Voilà, et donc on va explorer les conséquences aujourd'hui en finance de l'existence de structures qui permettent d'effectuer des transactions du type traditionnel, mais de cette manière non traditionnelle.
Donc, la première chose, je pense, sur laquelle il faut insister quand on présente la finance décentralisée, c'est pas tellement le côté décentralisé au sens technique, sur lequel on reviendra, mais ce que les économistes appellent le free entry, donc la libre entrée, l'absence de barrière à l'entrée. Et c'est l'absence de barrière à l'entrée de cette nouvelle finance qui la caractérise, à mon avis, le plus clairement comme un nouvel espace financier. Donc on va éplucher les conséquences d'une entrée complètement libre, qui sont nombreuses et qui ont elles-mêmes des conséquences sur les structures qu'on voit apparaître en défi. Donc, d'abord, l'entrée libre, ça veut dire que tout le monde peut participer. Et tout le monde a l'autorisation de fait de participer. Ça ne va peut-être pas durer toujours, parce que les régulateurs sont au travail pour essayer d'encadrer cet objet, mais pour l'instant, tout le monde peut rentrer. Il n'y a pas de permission à avoir pour interagir avec ce système financier. Donc ça crée mécaniquement un afflux de nouveaux participants de marché. Donc on est dans une démocratisation de l'accès à la finance, ou une désintermédiation de deux aspects de la même libre entrée. Donc ça, c'est qui veut jouer. Après, il y a est-ce qu'on peut développer de nouveaux objets. À nouveau, l'entrée complètement libre, n'importe qui peut développer de nouveaux objets financiers. Et en fait, ça va même plus loin, puisque les contrats dont on a parlé tout à l'heure sont des contrats qui sont souvent, très souvent, le plus souvent, dont le source est à la libre disposition de tout le monde, soit pour la consultation, soit carrément pour le clonage. Donc on peut cloner le code et reconstruire des fonctionnalités qui existent déjà avec un coût quasi zéro. Et donc ça induit à la fois de nouveaux mécanismes de marché, parce que les gens sont libres de reprogrammer la finance autrement, et ça aussi induit de fait, dans les bons cas, du fait qu'il n'y a pas à demander la permission à un organisme d'enregistrement, ça permet des croissances multipliées. Donc il y a une créativité qui est possible et qui est multipliée par le fait qu'on n'a pas besoin de s'inscrire quelque part pour participer. Tout ça, ces deux premiers éléments combinés font qu'on se trouve dans un domaine économique où il y a énormément, une distance extrêmement raccourcie entre une idée, le début d'un protocole et un produit effectivement déployé dont les gens vont se servir d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce raccourcissement pardon, c'est ce raccourcissement du temps vers le marché qui est intéressant dans une perspective d'innovation, d'autant plus que les idées sont des idées qui ne cessent de fleurir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fleuri. Alors, à cela s'ajoute le fait que le capital est facile à obtenir dans cet espace et qu'on a de nouvelles formes d'initiatives ou d'entreprises qui émergent, les DAO, les fondations et des groupes de développeurs et d'acteurs qui sont couplés faiblement et donc qui facilitent aussi l'entreprise au sens large. Donc la combinaison de tous ces éléments fait qu'on voit une compétition très intense entre les plateformes, une compétition qui va, on le voit déjà, supposer mener à des objets plus efficaces, une compétition à la fois pour les capacités de développement, pour les stratèges financiers qui vont utiliser ces nouveaux objets et pour la liquidité qu'ils manipulent. On voit une créativité intense dans le sujet et finalement on voit une croissance décentralisée à la manière des débuts d'Internet ou du web, disons, au milieu des années 90. Voilà, donc premier élément de la finance décentralisée, l'entrée libre. Et on peut continuer le parallèle entre l'époque de l'Internet et l'époque de la finance décentralisée, qu'on appelle souvent l'Internet des valeurs ou de la valeur. Dans les années 90, il y avait suffisamment de technologies déployées pour qu'on puisse fabriquer des sites en ligne, des sites de paris, des sites de vente en ligne, des agrégateurs de prix, et beaucoup de gens ont fait ça et ont rencontré un succès probant. Aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Et les gens qui apprennent seuls et qui se fédèrent en groupe de développeurs peuvent construire des objets qui sont beaucoup moins familiers dans ce type d'activité que sont des banques
des échanges, des prêteurs robotiques et bien sûr toujours des agrégateurs de prix, de retours, de returns, etc. Donc l'initiative est passée dans un public qui est beaucoup plus large. Et ça, c'est quelque chose à garder en tête. OK. Donc il y a d'autres choses, à part la libre entrée qui est particulière dans la défi, donc on va continuer la liste. Déjà, je l'ai déjà dit, mais c'est très intéressant, surtout du point de vue de la connexion de ce qui se passe dans la défi avec l'innovation et la recherche fondamentale. Il y a des nouveaux mécanismes de marché qui émergent. Donc pour des raisons que je ne peux pas vraiment identifier, mais qu'on devine, qui sont liées au caractère organique du développement de la finance, à des systèmes complexes de régulation, de pouvoir, de contrôle, la finance traditionnelle est paralysée, elle est plus capable d'innover, alors que là, on a une table rase et on en voit les conséquences. Beaucoup de gens qui jouent sur un objet qui est très permissif. Donc on va en parler. Un des objets qui arrive et qui va probablement retourner dans la finance traditionnelle d'ailleurs, tellement il est fascinant, c'est ce qu'on appelle les automated market makers ou les teneurs de marché automatisés ou les automates de marché et toutes ces variations qui arrivent de manière très rapide et qui sont donc clairement un mécanisme de marché qui n'existait pas avant. Il y a les perpétuels qui sont une forme qui ressemble un peu à ce qu'on appelle les ETF, donc qui sont une forme de trading synthétique sur des objets qui sont synthétisés par le processus du perpétuel. Ces objets ont été conçus il y a un moment, mais ils ont trouvé de succès. Sont des objets qui servent à former des positions qui sont exposées à des variations de prix sans détenir les sous-jacents liés à ces variations de prix. Donc, ce sont des objets financiers qui préexistaient et qui ont été réinvestis dans la crypto, qui n'ont jamais vraiment été utilisés, à ma connaissance, en finance traditionnelle, et qui étaient destinés à de tout autres usages, et qui maintenant sont très très populaires en finance décentralisée. Il y a d'autres systèmes, comme des systèmes d'enchères. Il y a beaucoup d'innovations autour des systèmes d'enchères. Et les problèmes spécifiques de la DeFi et du substrat, donc de la blockchain sur laquelle la DeFi tourne, créent tout un tas de nouvelles questions et j'attends personnellement beaucoup d'innovations dans ce sujet particulier. Il y a aussi des variantes du concept d'IPO qui sont des IPO continus. Il y a eu énormément d'inventivité sur la manière pour les projets de se financer grâce à la blockchain. Et à nouveau, chaque fois, l'opérateur de cette innovation, c'est la capacité à capturer les conditions, par exemple, d'exécution d'un marché ou d'exécution d'une enchère dans du code auquel tous les participants potentiels peuvent se référer. Donc des mécanismes de marché nouveaux et qui posent beaucoup de questions. Deuxième trait fondamental, la composabilité. Donc là, je vais y revenir tout à l'heure, j'en dirai plus, mais on en a déjà vu un petit bout dans l'exemple préliminaire. C'est le moment où, plutôt que de payer directement, l'émetteur du paiement va aller rédimer une dette, donc il est créancier, il va rédimer une dette auprès d'un contrat qui détient, qui, de par son code même, est tenu de rembourser une partie de la dette dans la limite de sa liquidité. Donc ça, c'est la composabilité, la possibilité de chaîner des automates de prix et de prêts pour effectuer ces transactions. Ensuite, il y a une révolution entière sur la data. Donc la data de la finance traditionnelle est cachée, elle est vendue grain par grain. On peut payer pour avoir des ordres cachés, etc. Il y a une énorme bataille commerciale très complexe autour de la donnée. Sur la blockchain, par construction, et ça c'est aussi quelque chose qui intéresse le régulateur, il y a une transparence totale de la donnée. Et donc on peut imaginer énormément d'applications. Il y a des startups françaises même qui sont lancées sur l'exploitation du marketing comportemental à partir de ces données. On peut construire ses propres indicateurs de prix, on peut tester la forme des carnets d'ordre, et ainsi de suite. Donc, en tout cas, la data n'est pas cachée, elle est accessible librement par tous, avec une infrastructure minime. Et enfin, et c'est là souvent le premier point,
Donc je l'ai présenté en premier, mais finalement, ce n'est pas fondamentalement le plus important dans la transformation à laquelle on assiste. Il y a l'absence de custody, comme on dit, donc le fait qu'il n'y a pas d'intermédiaire qui soit en charge de détenir les fonds des participants pour eux. Donc ça va au-delà de la gestion de compte, qui est une sorte de comptabilité. C'est vraiment la responsabilité légale et toute la régulation que ça implique dans le fait de gérer les avoirs de quelqu'un d'autre. Et là, ici, bien sûr, la custody est remplacée par l'appareil cryptographique autour de la chaîne et le fonctionnement des smart contracts. C'est qu'on remplace la confiance et les institutions complexes qui nous rendent confiants par d'exécuter du code sur un substrat neutre. Après, la blockchain est d'autant plus efficace et d'autant plus crédible en tant que substrat neutre que le consensus sous-jacent est fort, etc. Et donc, il y a tout un débat autour de la distance entre la crédibilité réelle de la chaîne X, Y ou Z et l'idéal du système de calcul complètement neutre. Ok, donc on va prendre deux objets particuliers ou deux traits particuliers en relation avec l'innovation et la défi. Donc d'abord les automates de tenue de marché. Donc l'automate de tenue de marché a une propriété merveilleuse, c'est que c'est un bout de code qui fait quelques centaines de lignes pour les plus simples, qui traite de la liquidité, qui la fournit en permanence. Donc on interagit avec ce bout de code de deux manières. On peut fournir la liquidité et on peut l'utiliser pour une transaction. Donc là, je vais me concentrer sur la transaction elle-même. Donc l'automate va fournir, par exemple, typiquement de la liquidité sur une paire AB. Donc là, sur l'axe des X, vous avez la quantité de A détenue par l'automate. Sur l'axe des Y, la quantité de B, donc un petit point, par exemple le point S, représente un état de l'automate de prix, et la liquidité vient de gens qui ont décidé de la fournir. Donc il y a une forme de crowdfunding de ces machines de prix. Et maintenant, le type de transaction, c'est juste, si on est dans l'état initial S, quelqu'un vient et veut échanger du A contre du B, donc il va donner du A à l'automate en utilisant le mécanisme transactionnel que j'ai décrit au début, au demeurant, et il va recevoir une certaine quantité de B en retour. Pardon, c'est le contraire. C'est l'automate qui donne des A ici, dans mon exemple. Il reçoit des B en retour, et il se retrouve dans un nouvel état. Et donc, l'élément crucial à comprendre dans cet automate, c'est que le prix est fixé uniquement en fonction de son état interne, donc de ses réserves. Donc, et la manière dont ces réserves se traduisent en une transaction, c'est de rester sur la courbe. Donc on parle de la courbe de l'automate de prix, et c'est elle qui va fixer pour une certaine quantité de B reçu, là dans mon exemple, quelle est la quantité de A qui sera donnée. Alors les caractéristiques de cet objet, c'est qu'il est très simple, il est complètement autonome, c'est du pur code, il tourne sur une chaîne, donc personne ne peut l'arrêter, le code est libre de lecture à tous, donc on sait à quoi on s'expose. D'ailleurs, c'est très facile de simuler une transaction avant de l'envoyer. Tout le monde peut fournir de la liquidité et en retirer. Tout le monde peut venir échanger du A contre du B contre du A. Et les assets, en fait, les actifs qui sont échangés ici sont des ERC20, donc l'équivalent des devises de la finance traditionnelle, qui sont essentiellement, au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus n'importe quoi. Ça peut même être des droits, percevoir des flux, ça peut devenir des objets très abstraits. Ou des stablecoins, donc des représentations de fiat, ou des objets beaucoup plus élaborés. Et là, il faut insister sur le fait que n'importe qui peut créer des ERC20, et n'importe qui peut créer des paires des automates de prix qui vont connecter ces ERC20. Donc il y a un mécanisme ouvert, sans permission. En fait, il y a une date qui marque le tournant. Le prototype de ces machines de prix, c'est une plateforme qu'on appelle Uniswap. Et en mai 2020, la version 2 d'Uniswap permet à n'importe qui de créer des paires. Et les gens ont créé des dizaines de milliers de paires, donc un marché gigantesque, complètement interconnecté, spontanément, de manière complètement décentralisée, au sens où le web était décentralisé dans les années 90. Voilà. Donc ça donne ça, quand on laisse les gens créer des objets. Donc là, les nœuds de ce graphe sont des ERC20, donc des actifs blockchain. Et il y a un connecteur entre les deux. S'il y a une instance
de la machine de prix que je viens de décrire qui les connecte. Évidemment, là, on voit, il faut imaginer le vrai graphe. Donc, le vrai graphe est 100 fois plus complexe. Il y a beaucoup plus de RC20 d'ailleurs, mais je ne les ai pas toutes représentées. Là, c'est celles qui sont au top en capitalisation au mois de novembre de l'an dernier. Il y a beaucoup plus de manières de les connecter que juste Uniswap. Et c'est cet énorme réseau qui fait circuler la liquidité par code de manière automatique dans l'espace de la finance décentralisée. Et si vous voyez que là, visuellement de loin, on voit que tous les nœuds n'ont pas le même nombre de voisins, n'ont pas le même degré. Et si je grossis un peu sur celui-ci, je m'aperçois qu'effectivement, j'ai un nœud qui est très connecté, qui correspond... En l'occurrence, les 5 nœuds les plus connectés sont soit des projections du dollar américain, soit de l'Ether, qui est la crypto-monnaie native sur laquelle est basé tout ce système de défis sur Ethereum. Maintenant, ça commence à se répandre sur d'autres chaînes, mais c'est quand même l'exemple de référence, clairement. Voilà. Et donc, on parlait d'innovation. Là, il y a une innovation tropicale. Donc, les gens ont commencé à cloner, à modifier la courbe de prix. Et il y a une modification intéressante sur laquelle je vais revenir dans la deuxième partie, qui est la modification... Bon, il y a la modification bleue qui consiste à aplatir un peu la courbe d'Uniswap et qui permet de mieux gérer des échanges entre actifs qui sont très corrélés. Donc typiquement, 2 représentations du dollar américain comme USDC et DAI vont être très corrélées, donc on n'a pas besoin d'avoir une courbe de prix qui induit des concavités trop fortes, donc des impacts de prix aussi trop forts. Mais il y a une innovation plus intéressante qui est la courbe orange, qui met la machine de prix dans des états où elle est en dette d'un de ses actifs. Donc là, ça renvoie à la composabilité. Je vais vous montrer comment c'est fait dans la deuxième innovation que je vais détailler. Et puis, autour de ce gigantesque graphe d'échanges possibles entre actifs qu'on vient de voir, de décrire brièvement, il y a des intermédiaires qui se déploient pour proposer de résoudre la complexité du trading dans cet univers. Donc, il y a des agrégateurs de prix, comme je le disais tout à l'heure, qui proposent des méthodes pour faire du smart order routing. Donc ça, c'est un autre thème de la défi, c'est-à-dire que le système croît très vite, il induit une complexité débordante, donc une taxe cognitive sur ses usagers, et du même fait, des services émergent qui vont proposer de médier pour un fee cette complexité cognitive et de suggérer des manières soit de placer son argent pour générer le plus de retours possible, soit dans cet exemple que je prends ici, de segmenter un ordre de la manière la plus efficace. Donc ça existe dans la finance traditionnelle, ça s'appelle execution broker. C'est des gens qu'on paye pour exécuter de la manière la plus efficace possible un ordre qu'on leur confie. Ici, il y a la même fonctionnalité, ça marche un peu différemment et ça peut même être en partie transformé par un contrat sur chaîne et donc composé avec le reste des éléments de la défi. Ok, donc je passe au deuxième thème que je voulais évoquer, qui est le thème de la composabilité. Et là, ce n'est pas la liquidité qui est fournie 24 heures sur 24, c'est plutôt des bots de trading qui sont sur chaîne, donc qui résident sur la chaîne et qui sont inarrêtables ou exécutés de manière neutre et tout le temps disponibles. Donc ici, je reviens sur cette courbe orange. Comment est-ce qu'on fait pour devoir des assets dans la défi? Donc dans la finance traditionnelle, il y a bien sûr on emprunte. Et là, il faut s'adresser pour emprunter à un autre automate qui n'est pas un automate de tenue de marché, mais qui est un automate de prêt. Donc c'est du prêt collatéralisé et qui va sur la base des avoirs qui sont déposés comme collatéral autoriser les acteurs, les participants à emprunter dans une certaine gamme restreinte d'actifs, une certaine quantité restreinte. Et donc c'est géré avec des contraintes de liquidabilité des lignes de crédit qui sont toutes capturées dans des contraintes. Et alors là, la pente de la courbe orange est calculée, elle s'écarte un peu de la pente moins 1, qui est représentée par la ligne en pointillé, et on voit qu'elle s'en éloigne de sorte que la quantité qu'on puisse emprunter sur le
prêteur de référence, le contrat prêteur de référence, compromet, est toujours quelque chose qu'on peut obtenir avec le collatéral que donne le trader. Donc c'est la séquence suivante. Le trader arrive en essayant d'acheter trop par rapport aux réserves de la machine de prix de quelque chose. La machine de prix réagit en prenant ce que le trader lui donne, en le plaçant comme collatéral chez un prêteur automatique qui va lui ouvrir une ligne de crédit. Ensuite, il va emprunter, tirer sur cette ligne de crédit et constituer, avec ses réserves locales, de quoi payer le trader. Donc il y a une séquence de 4 transactions élémentaires. Et c'est là, à cet endroit-là, qu'on utilise à plein la composabilité entre la machine orange, là, qui est la machine de tenue de marché, et la machine de prêt qui existe dans le même protocole. Voilà, donc en gros, on peut imaginer, pour fixer les idées, une forme générale de robot sur chaîne. Donc ça, c'est un dessin conceptuel, ce n'est pas un protocole précis. Donc on a quelque part un contrat qui est notre stratégie en chaîne, qui va recevoir un signal. Donc ce signal peut être un signal extérieur de la chaîne, qui est créé par la partie hors chaîne du bot, donc un peu à la manière du trading algorithmique traditionnel. Mais ça peut aussi être lié à un appel par un contrat, typiquement un moteur de matching qui réveille une offre qui a été déposée par ce bot sur un AMM ou sur un carnet d'ordre, sur chaîne. Ensuite, et ça c'est très intéressant, le bot peut inspecter le prix ou l'intérêt de conclure la transaction qui lui est proposée. Ça, c'est une fonctionnalité qui existe partiellement dans la finance traditionnelle, qui s'appelle le last look. Et pour ce faire, elle peut intégrer des signaux qu'elle a reçus de ses parties hors chaîne ou en chaîne. Ensuite, elle peut aller sourcer la liquidité. Si le robot sur chaîne décide de mener à bien la transaction, il peut aller sourcer la liquidité. Ça, c'est l'exemple qu'on voyait à l'instant. Par exemple, emprunter. Et ensuite, il peut se remettre à jour. Et donc, il se rendort après avoir tourné dans son cycle de vie jusqu'à recevoir le prochain signal. Donc ça existe déjà. Et je vais vous donner un petit exemple pour contraster le fait de gérer cette stratégie en chaîne et de la gérer hors chaîne. Donc, dans le premier cas, prenons une petite stratégie de market making qui est typique de la défi et des marchés traditionnels. Dans un premier cas, je vais choisir en tant que stratège deux prix. Un prix auquel je vends du A contre de l'Ether et un prix auquel je rachète du A avec de l'Ether. Donc supposons que le prix soit à ma droite, c'est-à-dire que je n'ai pas encore mon ask, donc je n'ai pas encore le prix que je cherche pour liquider ma quantité de A. Et supposons que, donc c'est la flèche violette, supposons que le prix soit traversé par le moteur de matching sur lequel je dépose cette stratégie. Eh bien, ma stratégie, donc, que je peux réaliser en chaîne ou hors chaîne, donc commençons par hors chaîne, c'est d'observer de l'extérieur de la chaîne, qui est totalement observable, le fait que mon offre a été prise, de récupérer la liquidité en Ether, ici dans mon exemple, que j'ai donc obtenue, et d'aller remplir une offre de rachat, qui est l'espèce de barre grisée sur mon dessin, avec cette liquidité que je viens d'obtenir. Et donc, si sous certaines hypothèses sur le processus de prix qui soit suffisamment oscillant, ça peut être une stratégie très rémunératrice où on engrange ce que les market makers appellent le spread à chaque oscillation. Et donc, à droite, il y a le schéma exactement inverse, qui est le schéma qui correspond à racheter et à remettre à la vente aussitôt. Donc, ce qu'il est intéressant de faire ici, c'est de contraster ce fonctionnement qui suppose une infrastructure hors chaîne et le fonctionnement en chaîne, où le bot va chaîner toutes les opérations qu'on vient de décrire de manière atomique, à condition de recevoir comme signal, et ça c'est une condition qui n'est pas toujours réalisée, il faut avoir construit la plateforme pour, à condition de recevoir le signal au moment du matching que l'offre a été prise. Et donc toutes les opérations de transfert que j'ai décrites se font sans infrastructure extérieure et surtout avec zéro latence. Et là, on a atteint une sorte d'idéal de la finance traditionnelle qui est le high frequency trading. On essaye d'être les premiers. Là, on ne peut pas ne pas être les premiers puisque c'est la séquentialité du code et l'atomicité
des composants élémentaires de la transaction qui garantissent ça. Voilà, donc j'ai fini ma présentation du sujet. Donc il y a de nombreux autres aspects où l'innovation est très forte en défi. Là, j'en ai abordé deux. Donc les automates de tenue de marché et la composabilité. On peut peut-être conclure en revenant à la première liste de ce qui caractérise la défi. Dans cette liste, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que c'est seulement le dernier élément de la liste qui est caractéristique véritablement de la blockchain. Et en fait, il faut prendre conscience du fait que les 5 autres éléments de la liste, les 5 autres items, pourraient être proposés dans un cadre de finance traditionnelle standard. Donc on pourrait très bien aller voir Euronext, le New York Stock Exchange, et leur proposer de faire de la composabilité. On pourrait remplacer le concept de bot on-chain par le concept d'exécuter du code à l'intérieur de l'exchange, par exemple. C'est tout à fait concevable. Et donc, c'est un autre aspect de l'innovation en défi, c'est le fait qu'il y a une partie, pour les AMM c'est pareil, il y a une partie qui sont une forme de provision de liquidité par défaut, de fonds, que la finance traditionnelle va probablement récupérer, à mon avis. Et donc, le thème ici, c'est qu'une partie de l'innovation et de la créativité de défi continue d'exister dans l'univers de la finance traditionnelle et va probablement transpirer, percoler pour aller modifier les pratiques d'une finance qui avait perdu le sens de l'innovation. Voilà, et je vais conclure sur cette dernière remarque. Il y a deux questions du coup. C'est quelles conséquences de l'augmentation des gas fees sur la pérennité des crypto-monnaies? Oui, alors ça c'est un problème qui est bien repéré, bien traité aujourd'hui par l'émergence de nouvelles chaînes. Donc ce qui est important dans les nouvelles chaînes qui sortent, c'est que non seulement, il y a deux éléments concomitants qui sont fondamentaux. D'abord, les nouvelles chaînes résolvent, en tout cas pour un temps, le problème des frais opérationnels, les gas fees, en proposant des chaînes plus rapides et moins chères à utiliser, d'une part. Et d'autre part, la manière dont on s'adresse à leurs contrats est homogène à la manière dont on s'adresse aux contrats d'Ethereum, qui est le système d'où tout est parti. Donc l'homogénéité des protocoles permet la portabilité de tous ces objets défis. Donc le code va être répliqué sur plusieurs chaînes. Donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a pas mal de ce qu'on appelle les layer 2, des espèces de blockchains dépendantes ou des blockchains autonomes comme Avalanche, Solana, la Binance Smart Chain. Il y a beaucoup de candidats qui se pressent au portillon pour être des substrats qui sont moins coûteux à utiliser. Donc on peut espérer que ça va suffire à tenir la charge transactionnelle de la DeFi. Une autre question qui est la défi repose sur la décentralisation. Quels enjeux si les États s'intègrent dans ce milieu? Par exemple, si la BCE crée un stablecoin. Alors c'est une question fascinante. Donc il y a plusieurs lectures du futur très proche, et effectivement, il y a une lecture du futur où le médium neutre ou quasi neutre d'exécution de ces contrats est juste un médium fourni par une fédération d'États, l'Union européenne. Donc, du point de vue de ce qu'on a dit ici, de l'analyse qu'on a faite ici, il n'y a fondamentalement aucune différence entre quelque chose qui est véritablement décentralisé au sens où on l'entend dans l'univers de la blockchain et ces objets dont la neutralité repose maintenant sur la crédibilité en tant qu'opérateur neutre des États ou de leurs institutions. Donc c'est lié, alors je ne suis pas compétent du tout, mais c'est clairement lié au problème de l'indépendance des banques centrales. Si la banque centrale est indépendante, la Banque centrale européenne, mettons, est indépendante, est capable de s'engager, donc au sens de commitment, à exécuter de manière neutre les transactions sur sa chaîne, il n'y a pas de différence. Maintenant, en économie, on entend dire qu'une grande partie des tourments et des crises bancaires du système bancaire mondial viennent de l'incapacité des États et de leurs institutions à rentrer dans des commitments qui sont convaincants pour les acteurs de la finance. Too big to fail. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça fail?
Et c'est là où il y a vraiment la ligne de démarcation fondamentale entre une blockchain qui est opérée de manière institutionnelle centralisée et une blockchain qui est opérée de manière décentralisée. En fait, la différence, ce n'est pas la décentralisation, c'est la crédibilité du commitment. Super. Je pense qu'on peut s'arrêter là et je te laisse peut-être encourager les jeunes chercheurs à rejoindre cette révolution. Oui, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de projets. Pour ceux en particulier qui ont le souci, et ça dépend des époques de sa recherche, de créer des contenus et des objets scientifiques dans un cadre où il y a énormément d'innovation et il y a des usagers possibles, potentiels, qui sont prêts à utiliser. C'est particulièrement enthousiasmant.